Non seulement toute la monnaie a été créée sous forme de dette, mais en plus les propriétaires des moyens de production, pour pouvoir s'enrichir, vont devoir créer encore plus de dettes. Donc le système crée toujours plus de dettes. Ce n'est pas une situation durable, on ne peut pas comme ça s'endetter indéfiniment. Donc le système devra se réinitialiser périodiquement et ça formera un cycle. La dette va être accumulée par 3 différents acteurs, les consommateurs, les entreprises et le gouvernement. Et chacun aura un cycle différent. Chaque cycle a 2 parties. Une première partie, une période de croissance où l'on essaye de faire de l'argent pour rembourser ses dettes, et une période de récession ou d'effondrement pour réinitialiser le système et repartir à nouveau. Si on regarde le cycle économique d'un individu, ce qu'une personne gagne au cours de sa vie, eh bien, ça ressemble à un escalier. Pour payer leurs factures, rembourser leurs emprunts et leurs dettes, les gens vont chercher à toujours faire plus d'argent. Et pour ça, ils peuvent soit travailler plus, ou soit être payés plus. Quand ils travaillent plus, ils vont directement contribuer à l'augmentation de la production, et quand ils vont se faire payer plus, ils contribuent à l'inflation. Mais il ne sera pas toujours possible pour eux de gagner toujours plus, car ils vont parfois perdre leur emploi ou faire faillite. Leurs revenus vont s'effondrer et ils devront tout recommencer. Mais l'effondrement total est inévitable. Quand les gens meurent, toutes leurs dettes sont annulées et les prêteurs d'argent vont récupérer une partie de leur possession pour recouvrer leurs dettes. Le cycle économique des entreprises ressemble plutôt à une vague. Si on représente l'argent qui circule dans l'économie, ça ressemble plutôt à une succession de vagues. On observe une période de croissance suivie d'une période de récession, sans plateau et sans état d'équilibre. Pour stopper une récession et la diminution de la masse monétaire, de l'argent doit être créé et injecté dans la circulation. Les prêteurs d'argent doivent se remettre à prêter avec un faible taux d'intérêt. Et au début, cette création monétaire va directement contribuer à l'augmentation de la production. Ce qui est important d'observer, c'est qu'il y a 2 façons pour les entreprises de faire plus d'argent. En vendant plus, ou bien en vendant plus cher. Au début du cycle, on sort juste d'une récession, donc il y a de la place pour de la croissance, et les entreprises cherchent à se développer pour conquérir des parts de marché. Les entreprises auront tendance à faire plus d'argent en augmentant leur production. Mais ils ne peuvent pas augmenter leur production indéfiniment. À un certain moment, la production va se stabiliser. Soit parce que les besoins des consommateurs sont satisfaits, ou parce que les consommateurs n'ont pas les moyens d'acheter plus. Par exemple, tout le monde a envie d'acheter une voiture de luxe, mais il n'y a pas besoin de produire plus de voitures de luxe si les gens n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat pour les acheter. Une fois que le marché commence à saturer, les entreprises vont chercher à faire plus d'argent et repayer leurs dettes, non pas en vendant plus, mais en vendant plus cher. Et ça va créer de l'inflation. L'inflation, c'est le pire ennemi des prêteurs d'argent, parce que ça fait perdre de la valeur à leur argent. Donc ils vont être très vigilants à ce que l'inflation reste faible. Et ils vont augmenter leur taux d'intérêt pour réduire l'inflation, en rendant leur argent plus cher, plus précieux et plus difficile à acquérir. Gardez à l'esprit que pendant une période de croissance, la masse monétaire augmente. Mais ça veut dire aussi que les dettes augmentent. Donc la pression pour faire plus d'argent et repayer ses dettes ne s'en va jamais. Puisque tout le système a de plus en plus de dettes, eh bien il y a toujours plus de pression pour faire toujours plus d'argent. Et donc il y a plus de pression pour créer de l'inflation. Ça crée une situation où les consommateurs ont besoin de demander des augmentations de salaire, et les entreprises ont besoin d'augmenter leur productivité et leur prix. Le système, pour essayer de rembourser ces dettes qui grossissent, va essayer de créer de l'inflation. Et pour empêcher ça, pour empêcher la dévaluation de leur argent, les prêteurs d'argent vont augmenter leur taux d'intérêt. Et par conséquent, ils vont prêter moins. Et ils vont ralentir la croissance.
Ils vont ralentir l'injection de monnaie dans l'économie et ralentir la croissance. Mais la pression de l'inflation continue à augmenter avec la croissance. Par conséquent, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter et la croissance va continuer de ralentir jusqu'à ce que le cycle ait atteint son sommet. Au sommet du cycle, la quantité d'argent qui est créée par les nouveaux emprunts est la même que la quantité d'argent qui est détruite par le remboursement des emprunts existants. Il n'y a plus d'augmentation de la masse monétaire et la croissance s'est arrêtée. Mais si les consommateurs et les entreprises globalement ne s'endettent plus, le gouvernement, comme nous l'avons vu, continue toujours de s'endetter auprès des riches, et cette fois-ci à des taux d'intérêt plus élevés. Donc la pression pour l'inflation ne s'en va toujours pas. Mais cette fois-ci, c'est plus possible pour les prêteurs d'argent d'augmenter leur taux d'intérêt sans à la fois diminuer la masse monétaire. Ça veut dire que les entreprises commencent à perdre de l'argent, certaines font faillite, le chômage augmente, le pouvoir d'achat des consommateurs diminue, et on entame une cascade de faillites et de disparition d'emplois. Les entreprises ne cherchent plus à se développer et ne font plus d'emprunts. Les prêteurs d'argent sont hésitants à prêter, mais vous avez toujours les gens qui remboursent leurs emprunts. Donc vous avez une réduction de la masse monétaire. Et tous ces effets vont s'additionner et s'amplifier mutuellement, ce qui fait que la période de décroissance est beaucoup plus rapide que celle de la croissance. L'économie va brutalement tomber en récession. Lorsque la masse monétaire se contracte, beaucoup se mettent à perdre de l'argent et on crée plus de pauvreté. Et non seulement on crée plus de pauvreté, mais on détruit aussi notre capacité à produire. On détruit ce qui pourrait solutionner la pauvreté. Réalisez que nous avons là une situation complètement absurde. On a créé et développé des moyens de production pour satisfaire nos besoins, et parce que maintenant il y a cette contraction monétaire et ce manque d'argent, on doit détruire nos moyens de production et endurer de la misère. C'est complètement aberrant et stupide. Spécialement quand on sait que l'on peut créer de l'argent à partir de rien. La récession n'est pas créée par un manque de matières premières ou de ressources. Elle est créée par un manque d'argent, par quelque chose que l'on peut créer à volonté. On peut en créer une quantité illimitée. Et on comprend pourquoi la population est en colère et se révolte. Pendant les récessions, il y a beaucoup de soulèvements sociaux. Et ils ont raison. Il doit y avoir une meilleure façon de faire. On va continuer avec les absurdités. Pendant les périodes de récession, presque tout le monde perd de l'argent. Les gens perdent de l'argent, les entreprises perdent de l'argent, mais aussi les banques perdent de l'argent. Et les banques peuvent faire faillite, alors qu'elles peuvent créer de la monnaie. Pourquoi? Comment ça se fait? Il est important ici de bien comprendre comment la monnaie est en fait créée. Les banques commerciales, les banques que les gens utilisent pour leurs dépôts et leurs emprunts, ne peuvent pas en fait créer une quantité illimitée de monnaie. Elles ont comme obligation par la loi de garder, disons, 10% des dépôts de leurs clients en réserve. Et elles peuvent prêter le reste. L'argent qui a été prêté va retourner à la banque sous forme de dépôt et ils pourront en prêter encore 90%. Et ces transactions vont continuer, mais parce que à chaque fois il y a de moins en moins d'argent à prêter, les transactions vont s'arrêter faute d'argent. Et si maintenant on fait la somme de toutes les quantités d'argent qui sont sur les comptes bancaires, eh bien on va se retrouver avec une somme qui est 10 fois celle qui a été déposée initialement. La banque n'a pas vraiment créé de l'argent. Elle a créé des reconnaissances de dette qui ont servi de garantie pour créditer les comptes bancaires des clients. Dans ces opérations de réserve fractionnaire, la banque a en fait augmenté la masse monétaire. Mais 90% de l'argent de la banque n'est en fait pas disponible. Il n'est pas en fait dans les coffres de la banque, mais il est dû par ses clients. Que 90% de l'argent d'une banque ne soit pas disponible, en fait, ça pose pas vraiment de problème. Parce que quand les gens font leur business, ils retirent l'argent de la banque, le donnent à d'autres qui vont le remettre à la banque.
Donc 10% de réserve, normalement, ça devrait suffire pour couvrir les variations de liquidité. Et de plus en plus, maintenant, les transactions sont électroniques et la monnaie papier est en train de disparaître et l'argent ne quittera même plus les banques. Le problème arrive quand beaucoup de personnes font défaut sur le remboursement de leur emprunt, comme c'est le cas en période de récession. Alors là, si la banque n'a pas assez de biens pour couvrir ses pertes et équilibrer ses comptes, elle va faire faillite. Mais aussi quand les clients perdent confiance dans leur banque. Alors là, ils vont tous retirer leur argent en même temps. C'est ce qu'on appelle un bank run en anglais. Et parce que la banque ne garde en fait qu'une fraction des dépôts en réserve, elle va faire faillite. Dans notre exemple, les banques commerciales ne peuvent seulement multiplier par 10 une certaine quantité d'argent originel que l'on peut appeler M0. Cette quantité de monnaie ne peut être créée que par la banque centrale. Donc la masse monétaire n'est pas contrôlée par toutes les banques, mais par la banque centrale. La banque centrale crée M0 et les banques commerciales vont le multiplier par 10 en cherchant à optimiser leurs profits. Pour augmenter M0, la banque centrale va imprimer de l'argent et va acheter avec des bons du trésor au public sur le marché financier. Et pour diminuer M0, eh bien c'est le contraire. La banque centrale va vendre ses bons du trésor sur le marché financier et l'argent qu'elle va récupérer, eh bien elle va le mettre hors de la circulation ou le détruire. De cette manière, la nouvelle monnaie qui a été créée par les banques centrales est garantie par les bons du trésor. Ça prête un peu à confusion parce qu'on a l'impression que c'est le gouvernement qui a créé la nouvelle monnaie en émettant des bons du trésor, mais en fait pas du tout. C'est la banque centrale qui crée la nouvelle monnaie et qui, pour l'introduire dans la circulation, achète au public des bons du trésor. Donc ce n'est pas le gouvernement qui prend la décision de créer la nouvelle monnaie, c'est la banque centrale. Et ça, c'est important de le savoir, parce que la Banque centrale, c'est une entreprise privée, avec des actionnaires, et le nom des actionnaires est tenu top secret. C'est un petit groupe des prêteurs d'argent, qu'on pourrait appeler les maîtres de la monnaie, parce qu'ils sont vraiment en contrôle de la masse monétaire. Ils peuvent créer M0 et toute la quantité qu'ils veulent. Ils ne sont pas limités par quoi que ce soit, et décident indépendamment du gouvernement. Et comment les maîtres de la monnaie savent quelle quantité d'argent il faut ajouter ou retirer de la circulation? Eh bien, ils ne le savent pas, mais ce qui les intéresse, c'est d'avoir des taux d'intérêt relativement bas pour qu'il y ait plus de monde qui emprunte leur argent, et ça va contribuer à assurer la croissance et la prospérité. Et ils veulent le faire sans créer d'inflation, ou du moins en créant un niveau d'inflation qu'ils peuvent tolérer. Mais en fait, c'est aux banques commerciales, qui sont des entreprises privées, de décider de leur propre taux d'intérêt. Néanmoins, quand les maîtres de la monnaie décident de diminuer les taux d'intérêt, ils achètent au public des bons du trésor avec de la nouvelle monnaie, et le public va mettre cet argent dans leur banque. Les banques se retrouvent alors avec plus d'argent à prêter. Plus d'argent à prêter, ça veut dire plus de compétition entre les banques, et leurs taux d'intérêt vont baisser. Et inversement, si les maîtres de la monnaie veulent augmenter les taux d'intérêt, ils vont vendre leurs bons du trésor au public, et l'argent qui va être récupéré du public va disparaître des comptes bancaires des banques commerciales. Donc les banques commerciales auront moins d'argent à prêter, et moins d'argent à prêter, ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc en contrôlant la masse monétaire M0, les maîtres de la monnaie peuvent aussi contrôler les taux d'intérêt des banques commerciales. Donc c'est ce petit groupe des maîtres de la monnaie, et c'est pas tous les banquiers, tous les prêteurs d'argent, qui contrôlent le cycle économique et prennent toutes les décisions importantes. Et il y a 3 importantes décisions qui sont prises au cours du cycle. Et la première décision importante, c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour limiter l'inflation.
et ça va être le début du ralentissement de la croissance. Et c'est là où les économistes, ou disons la plupart des économistes, en tout cas ceux qui travaillent pour les maîtres de la monnaie, c'est là qu'ils sont trompeurs, parce qu'ils justifient augmenter les taux d'intérêt en disant que l'économie est en surchauffe, on est en train d'injecter de l'argent trop vite, et ça crée de l'inflation. Et ça, c'est vraiment trompeur. L'économie n'est pas en surchauffe. Parce que si l'économie était en surchauffe, eh bien les magasins seraient vides. Ça voudrait dire que les gens ont trop d'argent ou dépensent l'argent trop vite et que la production est déjà au maximum et ne peut pas suivre. Mais les magasins sont remplis et il y a beaucoup de chômage et d'énormes besoins à satisfaire. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté. On ne peut pas dire que l'économie soit en surchauffe et qu'il y a trop d'argent en circulation. Le problème, c'est qu'il y a trop de dettes dans l'économie. Et ça crée de l'inflation. Il y a deux causes principales pour l'inflation. La première cause, c'est l'inflation elle-même. L'inflation crée plus d'inflation. Quand il y en a qui augmentent leurs prix, d'autres suivent, le coût de la vie augmente et tout le monde augmente ses prix. Et la deuxième raison principale pour l'inflation, c'est quand les gens ou les entreprises ont trop de factures à payer. Et quand ils ont trop de factures à payer, ils doivent augmenter leur prix ou leur salaire. Et la facture principale, c'est le repaiement des emprunts. Le repaiement des dettes qui grossissent avec l'augmentation de la masse monétaire. Donc la pression de la dette va créer de la pression sur l'inflation. Donc c'est pas l'augmentation de la masse monétaire qui crée l'inflation. Oui, c'est vrai, en quelque sorte, parce qu'on crée la monnaie par la dette. Mais la vraie raison, c'est la dette, pas la monnaie. Il n'y a pas assez de monnaie pour absorber toute la production. Donc on peut pas parler de surchauffe. Pour être honnête, il faudrait dire, il y a trop de dettes dans l'économie et ça crée de l'inflation. En conclusion, une des raisons principales de l'inflation, c'est pour que le système puisse s'alléger du fardeau de la dette. La deuxième importante décision que les maîtres de la monnaie vont prendre au cours du cycle, c'est la décision de déclencher une récession. Et ils vont faire ça en augmentant les taux d'intérêt à un niveau qui va contracter la masse monétaire. S'ils ne peuvent pas éviter de créer une récession pour réinitialiser le cycle, ils peuvent quand même décider du moment où ils vont le réinitialiser. Et ça leur a donné un énorme pouvoir politique, parce qu'ils peuvent toujours démarrer une récession avant des élections, par exemple. Et si un gouvernement n'est pas suffisamment conciliant, ils peuvent créer une récession et des conditions économiques difficiles pour faire basculer les élections en faveur d'un candidat qui leur est favorable. Ils l'ont fait de nombreuses fois dans le passé, et ils continuent à le faire aujourd'hui. Et la troisième importante décision que les maîtres de la monnaie vont prendre au cours du cycle, c'est de mettre fin à la récession et de se remettre à prêter à des taux d'intérêt qui vont permettre d'augmenter la masse monétaire et de démarrer une croissance. Et ça leur donne aussi un énorme pouvoir politique, parce que le gouvernement dépend de la bonne volonté des maîtres de la monnaie pour augmenter la masse monétaire. À ce stade, vous avez compris que les plus grandes décisions qui sont prises au cours du cycle ne sont pas prises par le gouvernement, mais sont prises par les maîtres de la monnaie. Ce sont eux qui décident quand on a une période de croissance et quand on a une période de récession. On a l'habitude de voir le gouvernement s'accaparer tous les mérites de la prospérité et de la croissance économique, mais aussi s'innocenter quand il y a des périodes difficiles. Mais maintenant on comprend qu'ils ne sont pas vraiment responsables. Ceux qui sont vraiment en contrôle de l'économie, ce sont les maîtres de la monnaie. On va pouvoir mieux comprendre le rôle du gouvernement dans l'économie en étudiant le dernier des cycles de la dette, le cycle du gouvernement. Si le cycle des entreprises ressemble à une vague, le cycle du gouvernement ressemble à un tsunami. Pour s'en rendre compte, on peut voir l'évolution de la dette des gouvernements et on s'aperçoit qu'elle monte toujours. C'est un gros souci pour les économistes, parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de réduire la dette du gouvernement,
eh bien, ils mettent l'économie en récession. Et on a déjà expliqué pourquoi. Parce que pour maintenir l'activité économique, le gouvernement doit dépenser de l'argent. S'il ne le faisait pas, le pouvoir d'achat des consommateurs diminuerait et ça créerait une récession. Souvenez-vous qu'à chaque fois que les consommateurs achètent quelque chose, tout l'argent qu'ils dépensent ne retourne pas sous forme de salaire, car les propriétaires des moyens de production vont garder une partie de cet argent pour s'enrichir. Donc il y a toujours ce manque d'argent qui ne retourne pas chez les consommateurs, et c'est le gouvernement qui, en dépensant de l'argent, va compenser pour ce manque à gagner. Il peut directement donner cet argent aux consommateurs sous forme d'aide sociale, ou en payant le salaire des fonctionnaires, ou il peut le donner indirectement, juste en dépensant de l'argent. Par exemple, on peut prendre l'exemple des États-Unis. En dépensant énormément pour leur défense, le gouvernement crée indirectement des emplois et des salaires pour la population. Alors les États-Unis qui revendiquent être une économie libérale, avec les dépenses énormes du gouvernement, eh bien vous avez plus de la moitié de la population qui travaille directement ou indirectement pour le gouvernement. Ils sont à mi-chemin d'être un pays communiste, où le gouvernement emploie tout le monde. Voici ce qui est maintenant important de comprendre avec le libre marché. Quel que soit le gouvernement, que ce soit un gouvernement à l'extrême gauche, socio-libéral, ou que ce soit un gouvernement à l'extrême droite, ultra-libéral, le gouvernement devra dépenser la même somme d'argent juste pour éviter la récession. Et c'est l'argent que les propriétaires des moyens de production mettent de côté pour s'enrichir. Les gouvernements vont seulement se différencier dans la façon de dépenser leur argent. Les sociolibéraux à gauche ont tendance à augmenter la taille du gouvernement et à augmenter donc la masse salariale des fonctionnaires, mais aussi à augmenter l'aide sociale. Et ça va contribuer directement à augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs. Et vous avez les ultralibéraux qui essayent de réduire la taille du gouvernement, réduire l'aide sociale, et ils essayent de tout privatiser. Mais ils contribuent aussi à élever le pouvoir d'achat des consommateurs en contractant avec des entreprises privées qui vont donner des emplois et des salaires aux consommateurs à la place du gouvernement. Si le gouvernement a deux façons différentes de dépenser son argent, il a toujours besoin de trouver l'argent quelque part pour soutenir l'économie. Il ne peut pas l'obtenir en taxant les consommateurs, puisque cet argent est supposé être destiné aux consommateurs. Il peut taxer les riches, mais ça ne va pas marcher. Parce que les riches, les propriétaires des moyens de production, vont transférer le coût des taxes dans les prix des produits et des services qu'ils offrent. C'est les consommateurs qui paieront pour leurs taxes. Les riches ne vont jamais renoncer à s'enrichir. Si le gouvernement leur prend de l'argent, ils vont le récupérer sur les consommateurs. Taxer les riches va non seulement créer de l'inflation, mais sera aussi complètement inutile. Si le gouvernement doit dépenser de l'argent, mais qu'il ne peut pas l'obtenir par la taxation sans renoncer à l'objectif, eh bien il devra emprunter aux riches. Et donc il n'y a pas d'échappatoire possible pour le gouvernement, que ce soit de gauche ou de droite, le gouvernement devra s'endetter toujours plus, juste pour soutenir l'économie. Et c'est pour ça que, quel que soit le gouvernement, la dette nationale ne cesse d'augmenter. Et c'est pourquoi les politiciens et les économistes qui accusent le gouvernement de s'enfoncer toujours plus dans la dette ne comprennent rien au problème. Parce que c'est un problème systémique, c'est pas un problème de gouvernement. Tous les gouvernements qui essayent de réduire la dette nationale avec leur politique d'austérité, par exemple, ne font que diminuer le pouvoir d'achat des consommateurs et créer de la récession. Mais le gouvernement ne peut quand même pas s'endetter comme ça indéfiniment. Il y a une limite. Alors quelle est cette limite? La limite, c'est quand les créditeurs, les riches, perdent confiance dans l'aptitude du gouvernement à rembourser ses dettes. Et on voit quand ça arrive, quand on voit le gouvernement qui est désespéré de trouver de l'argent.
il va se mettre à vendre tous ses biens. Les transports, les chemins de fer, les aéroports, l'énergie, l'eau, tout ce qu'ils vont pouvoir vendre. Et c'est toutes les privatisations que j'ai en train de voir en ce moment. Mais quand le gouvernement aura vendu tous ses biens et ne trouvera plus de créditeurs pour lui prêter de l'argent, eh bien, là, vous avez l'effondrement. C'est ce qu'on appelle la dépression, le tsunami. Le pouvoir d'achat s'effondre, ce qui entraîne des faillites, ce qui entraîne des bank runs, des paniques bancaires, et ça pourrait être même précédé par une hyperinflation, parce que la monnaie est garantie par les bons du gouvernement. Donc si les gens perdent confiance dans les bons du gouvernement, les gens vont perdre confiance dans la monnaie, qui va perdre de sa valeur, et ça va être l'hyperinflation. Et bien sûr, vous créez des conditions qui vont mener à la révolte, à la révolution et même à la guerre. Le gouvernement essaie toujours d'éviter les accusations et la responsabilité en trouvant des boucs émissaires. Donc il est très possible que le pays parte en guerre, et ça va être des énormes destructions. Et c'est aussi les conditions pour l'émergence d'un gouvernement autoritaire qui va redémarrer le cycle avec une nouvelle monnaie. Et après cette destruction et l'annulation des dettes par hyperinflation ou en changeant le système monétaire, le cycle va se réinitialiser et vous avez fait de la place pour une nouvelle phase de croissance. Pour nous qui vivons dans les pays occidentaux, on s'est fait dire par la société, par nos éducateurs, les médias, les politiciens, que l'on vit dans le meilleur des systèmes économiques possibles. Et j'espère maintenant que vous avez réalisé qu'il est bien loin d'être le meilleur. Un système qui doit périodiquement se réinitialiser, détruire ses infrastructures productives et créer de la misère, c'est certainement pas un système optimum. Ou tout du moins, c'est pas un système optimum pour tout le monde. Parce que pour une petite minorité de personnes, c'est en fait très très bien. Pour les maîtres de la monnaie, ceux qui contrôlent la création monétaire et donc le cycle économique, ils peuvent profiter pendant les périodes de croissance, mais ils peuvent aussi profiter encore plus pendant les récessions. Ils peuvent vendre leurs biens qui sont vulnérables juste avant qu'ils décident de démarrer une récession, et ils peuvent racheter au plus bas du marché juste avant qu'ils décident de démarrer une période de croissance. Les maîtres de la monnaie sont en fait un petit nombre de familles. Ils contrôlent presque toutes les banques centrales, mais aussi toutes les plus grandes banques du monde, parce qu'ils ont accumulé tellement de richesses. Ils contrôlent aussi toutes les grandes corporations et multinationales, qui ont été prouvées être toutes interconnectées et contrôlées par un petit nombre de personnes. Donc ils exercent un énorme contrôle sur toute l'économie. Ce contrôle leur permet aussi d'exercer un contrôle politique et médiatique. C'est pour ça qu'on n'entend jamais parler d'eux et de l'étendue de leur pouvoir, mais on sait qu'ils existent. Et on commence à réaliser qu'ils manipulent l'information pour nous faire croire qu'on est libre de se gouverner nous-mêmes en nous donnant la possibilité de choisir notre propre gouvernement. Mais en fait, le gouvernement n'est pas celui qui a le vrai pouvoir. Et il est en tout cas impuissant à changer le status quo, à changer le système, et à s'opposer au contrôle des maîtres de la monnaie. Vous pouvez réaliser le contrôle des maîtres de la monnaie sur l'information en observant qu'aucun politicien sérieux ont fait des campagnes pour dénoncer leur pouvoir et leur contrôle. Mais il y a plus de 100 ans, c'était un sujet politique très discuté. Et on peut dire la même chose des économistes. Aucun économiste sérieux, je devrais plutôt dire académique, aujourd'hui, n'est en rébellion contre les pouvoirs qui sont donnés aux maîtres de la monnaie. Donc ce système marche très bien pour les maîtres de la monnaie, mais aussi il marche bien pour les prêteurs d'argent et les riches, qui en fait sont les mêmes. Parce que les riches sont à la fois des propriétaires de moyens de production, mais aussi prêtent leur argent. Ils investissent leur argent dans des actions et possèdent donc des parts des moyens de production. Mais aussi, ils prêtent leur argent en le déposant à la banque, ils prêtent aux consommateurs,
Mais aussi, ils prêtent en achetant les obligations des entreprises et du gouvernement, qui sont les investissements les plus sécurisés. Comme nous l'avons vu, le libre marché, qui repose sur la propriété privée et la libre compétition, donne un énorme avantage aux riches. Et dans les derniers 200 ans, ils ont acquis tous les pouvoirs, y compris celui de créer la monnaie. Le libre marché a évolué aujourd'hui pour donner un système qui est contrôlé par les plus riches et qui est conçu pour enrichir les riches et asservir les autres par la dette. Un système qui assure que les consommateurs ne peuvent pas acheter tout ce qu'ils ont besoin, toute la production qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes produite, sans avoir à emprunter aux riches. Et pour faire en sorte que les gens doivent continuer de travailler pour repayer leurs dettes. Les défenseurs du libre marché ne réalisent pas que le libre marché auquel ils pensent a complètement disparu, depuis longtemps. Le libre marché où les gens pouvaient produire, vendre et acheter leurs produits librement. Aujourd'hui, c'est plus le libre marché pour les individus, mais pour les corporations. Et il n'y a pas de compétition entre les corporations et les individus, parce que les corporations gagnent à tous les coups. Le libre marché pour les individus, c'est le marché du travail. C'est le marché pour servir les riches, pour servir nos maîtres. En fait, ce qu'ils aiment bien dans le libre marché, ce qu'ils défendent surtout, c'est la libre entreprise. On devrait être capable de créer sa propre entreprise, de se mettre à son compte. Et c'est vrai, ça c'est très bien. La liberté d'entreprendre, c'est bien. Mais là aussi, les entrepreneurs n'ont aucune chance. Dès qu'ils ont besoin de finances pour développer leur entreprise, ils sont obligés d'en vendre une partie, sous forme d'actions, le vendre aux riches, aux prêteurs d'argent, à tous ceux qui ont de l'argent. Les entrepreneurs vont progressivement perdre le contrôle de leur entreprise au profit des riches, des actionnaires, au fur et à mesure que leur entreprise se développe. Et les riches vont récupérer leurs idées et leur entreprise, et c'est eux qui vont engranger la plupart des profits. Et la plus grande réussite de nos élites, c'est de nous avoir fait croire que nous sommes libres. On croit qu'on est libre parce qu'on peut s'en sortir. Il y a une porte de sortie. Si tu travailles dur et que tu économises ton argent, eh bien toi aussi tu peux devenir un prêteur d'argent et te faire servir. Donc la porte de la prison est ouverte, et tout le monde sait qu'elle est ouverte, mais elle est si étroite. Elle est si étroite, et on se fait tous la compétition pour passer à travers. Et ceux qui réussissent deviennent les héros de notre temps. On les voit partout. Ils sont sur la couverture des magazines, à la télévision. Les entrepreneurs issus du peuple qui ont réussi à passer de l'autre côté nous sont donnés comme modèles. Et ils nous font tous croire que c'est possible à tous de passer de l'autre côté. On n'a qu'à suivre leur exemple. Mais non, c'est pas vrai. Seulement un petit nombre peut y arriver. À cause de la compétition, c'est seulement un petit nombre qui peut être sélectionné. Et sélectionné pourquoi ? Et sélectionné pour une vie parasitique, où tu fais de l'argent avec ton argent, tandis que d'autres travaillent pour toi, ou sont en train de payer leurs intérêts sur leurs emprunts, pour que tu puisses profiter de la liberté et d'une qualité de vie de nanti. Tu as été sélectionné pour devenir toi aussi un maître d'esclaves. Mais heureusement, le libre marché, qui est la base du capitalisme et du libéralisme, qui a créé tellement de souffrances, tellement de guerres, tellement de misère, au travers de la compétition entre les personnes, entre les peuples et les nations. Heureusement, ce système affreux est en train de mourir et va disparaître pour toujours. Et ça, c'est grâce à la dernière transformation que nous allons voir, l'arrivée des machines intelligentes.